Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Céline Cossard. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Depuis que j'ai le plaisir de vous causer dans ce podcast, je vous parle de contes, de légendes, de mythes. Jean-Loïc Lequelec, le premier invité, vous en a fait de belles et claires définitions. Et nous avons bien entendu que tout cela était regroupé dans ce que l'on appelle la littérature orale. Michel Gauthier a surenchéri en évoquant la transmission de nos contes populaires, sans écrit, sans livre, simplement à l'oral. Et même Bernadette Bidot, rappelez-vous, nous a parlé des récits qui lui étaient donnés à entendre avant d'en faire son matériau de conteuse. Bref, nous sommes depuis le début dans l'oralité avec un grand O et un beau T. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui, on va causer de livres. Mais oui, parce que dans les livres, on retrouve des contes traditionnels. Bon, ça vous le savez, avec Perrault, les frères Grimm, Andersen. Il y a aussi tous les collecteurs moins connus qui ont écouté la parole et l'ont retranscrite en texte pour qu'elle ne soit pas oubliée. Mais même dans les romans de fiction, on retrouve plein de motifs, de codes, de styles qui découlent de la littérature orale en général et du conte en particulier. Et j'avais l'envie d'y fourrer un peu le museau, voir ce qui se passe du côté de la littérature écrite, et pourquoi pas redonner au conte sa place d'influenceur. Pour m'accompagner à fureter dans les livres, qui de mieux qu'une libraire ? Et qui de mieux que ma libraire préférée, Flore Gautron de la librairie Florilège à Fontenay-le-Comte. En 2018, Flore a eu cette envie réjouissante d'ouvrir une librairie. On s'y est pressé avec curiosité et puis on y est revenu tant on se sent bien dans cette librairie indépendante qui propose de vrais choix de lecture. Elle nous semble toute petite, mais elle n'est que très remplie. D'ailleurs, j'imagine que les livres voudraient repousser les murs pour s'y sentir plus à leur aise. N'est-ce pas ? Oui. Bonjour Flore. Bonjour. Alors, pour commencer, dis-nous, dans une librairie, où trouve-t-on des contes ? Alors, on en trouve en littérature jeunesse avec les albums. Donc ça, c'est plutôt les recueils illustrés, classiques qu'on connaît, à lire avec les enfants. On a par exemple la collection 1000 ans de contes qui existe depuis fort longtemps, qui est très très bien faite. Et puis on en a depuis assez peu de temps, on a décidé de faire en littérature adulte, on a décidé de faire un rayon pour les récits courts. Donc les nouvelles et les contes. Et donc on a les recueils par exemple... les contes des sages chez Seuil, donc les contes des sages aborigènes, les sages qui veillent, etc. Il y en a beaucoup dans cette collection. Et ça, on les met en adulte. D'accord. Donc, qui dit conte ne dit pas que littérature jeunesse. Non, il y a plein de formes différentes de contes. Enfin, disons, il y a plein de façons de lire le conte. C'est assez polymorphe et je pense que ça dépend des niveaux de lecture, en fait, tout simplement. On n'y trouve pas toujours la même chose selon l'âge qu'on a, mais on est tous des éternels enfants. Donc, on aime les contes. Et en dehors de ces livres de contes, est-ce qu'on trouve le conte dans d'autres ouvrages ? Alors, le conte en tant que tel... peut-être pas forcément dans sa forme de conte, puisque, comme tu le disais, c'est plutôt oral. Mais par contre, effectivement, on va retrouver des motifs où on va retrouver du merveilleux parfois, ou du folklore, puisque entre contes, mythologie, légendes, tout ça, il y a plein de matériaux. Et on sait bien que les histoires ont déjà toutes été écrites. Donc voilà, après c'est une question de réécriture, de trouver, d'assembler différemment. Mais oui, je pense qu'on retrouve du conte un petit peu partout. Oui, je dirais même que, par exemple, si on prend le manga, alors, est-ce qu'on peut voir vraiment l'influence des contes dans le manga ou est-ce que c'est une fausse impression ?
Alors, la culture japonaise est très très influencée par son folklore de toute façon. Donc il y a énormément de légendes au Japon et qui perdurent énormément encore. La modernisation est un petit peu différente de chez nous, on va dire. Donc dans le manga, on retrouve beaucoup de créatures mythologiques japonaises, de légendes, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis avec les webtoons, donc ce sont des bandes dessinées qu'on lit sur internet, sur des applications, notamment en webtoon. D'accord. Il y a beaucoup aussi d'influences coréennes maintenant. On a beaucoup de choses culturelles coréennes qui arrivent, et pareil avec des mythes coréens. D'accord, ok, que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Alors, c'est très amusant parce que en Corée, du coup, ça ne fonctionne que sur Internet. C'est de la lecture uniquement sur Internet. D'accord. Nous, en France, comme on aime bien le papier, on a décidé d'en publier quelques-uns sur papier. Alors, il y a des réussites plus ou moins réussies. Mais voilà, en tout cas, ça plaît beaucoup aux lecteurs, en tout cas avec ce folklore coréen qu'on connaît un petit peu moins. D'accord, et ça tu en as à la librairie? Un petit peu, ouais. Si on veut découvrir, d'accord. Ok. Moi, si je pense donc contes dans les livres, donc voilà, je me disais dans les mangas forcément, et puis aussi, certainement, dans la littérature des fantasy. Alors... Je dis forcément, peut-être pas. En fait, je saurais pas trop dire. Effectivement, dans les littératures de l'imaginaire, on retrouve du merveilleux. On retrouve de l'imaginaire. Donc forcément, c'est vrai que ça semble se rapprocher du conte. Après, moi qui suis une grande fan de fantasy, je n'avais jamais réfléchi au lien entre conte et fantasy. D'accord. J'ai pas l'impression de retrouver des motifs du conte, à moins que ce soit volontaire. À moins que ce soit des réécritures de contes, ou à moins que ce soit... Après, on est vraiment sur de la fantaisie très très particulière, qui est un peu niche. On va avoir du Justine Niogret, par exemple, Chien du Haume, qui est plus contemplatif, on va dire, que d'autres romans un peu plus traditionnels de quête, de baston, enfin voilà, qui ressembleraient peut-être plus à du conte. D'accord. Mais sinon, j'ai pas vraiment l'impression qu'on retrouve les motifs. Peut-être parce que c'est trop long aussi. Oui. Oui, il y a quelque chose dans la longueur qui fait que ça peut s'éloigner de l'écriture du conte, en effet. Oui. Après, on y retrouve des personnages et des intentions. Enfin, voilà, c'est comme s'il y avait peut-être les ingrédients du conte, mais le matériau utilisé autrement. Oui, peut-être, ouais. Tout à fait, oui, parce qu'il y a la notion du héros, de la quête, de la découverte de soi, enfin de plein de choses qui effectivement se retrouvent dans le conte. Après, je pense que c'est assez universel. Dans toutes sortes de récits, en fait, c'est des choses qu'on retrouve. Je pense que c'est un besoin très humain depuis la nuit des temps, de découverte de soi, de découverte des autres, de se lancer dans l'inconnu, tout ça. Je pense que c'est des choses dont on a besoin. Donc après, selon les âges, ça se propose différemment. Mais... Et alors moi, je trouve que depuis quelques années, toujours pour reparler des contes, mais là plus dans les romans de fiction, j'ai l'impression qu'il y a une envie de revisiter des contes traditionnels et des personnages assez forts, type Blanche-Neige ou Barbe-Bleue, et d'en faire autre chose. Enfin, mais de rester vraiment, de partir du conte et d'en faire un roman. Est-ce que c'est une tendance ? Est-ce que tu as vu ça ? Alors, en littérature, ce qu'on appelle la littérature blanche, donc vraiment la littérature qui n'est ni du policier, ni de l'imaginaire, ce qu'on pourrait appeler aussi du roman, j'ai pas vraiment eu ça, j'ai pas vraiment vu ça à part de façon assez ponctuelle. D'accord. Par contre, effectivement, dans ce qu'on appelle la romantaisie,
qui est un mélange de romance et de fantasy qui a émergé depuis quelques années. On va avoir des collections, par exemple, qui s'appellent les contes interdits, qui revisitent les classiques du conte de façon... Bon, je suis pas super fan de cette collection, de façon plus ou moins réussie, mais en tout cas qui est vraiment basée là-dessus. On va avoir aussi des réécritures. Il y a Cendrillon est morte, par exemple, c'est une réécriture lesbienne de Cendrillon. Enfin bon, voilà, on a pas mal de réécritures comme ça au niveau ados, jeunes adultes et imaginaire. Après, je pense aussi que ça vient d'une génération. En fait, sur la romantaisie et sur le young adulte, on a quand même principalement des autrices qui sont plutôt jeunes, en tout cas qui sont entre 20 et 40 ans, on va dire, pour faire une grosse fourchette, et qui ont grandi aussi avec l'univers de la fanfiction. Moi, j'ai grandi avec Harry Potter. À partir de mes 12-13 ans, j'étais sur Internet, c'était les débuts d'Internet, il n'y avait pas encore la DSL, pour lire des fanfictions, pour savoir ce qui se passait après, ce que les autres avaient inventé de la suite, etc. Et Harry Potter a relancé énormément la fanfiction à un niveau qui n'a probablement jamais été atteint avant. Ça existe toujours, la fanfiction. Maintenant, ça existe aussi beaucoup avec les groupes de K-pop. À une époque, il y a eu beaucoup de fanfiction avec One Direction. Et ça a donné lieu à des publications. Par exemple, la série After, qui avait cartonné il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, c'était une adaptation d'une fanfiction de One Direction. 50 Shades of Grey, les 50 nuances de Grey, c'est l'adaptation d'une fanfiction de Twilight, parce que Twilight avait aussi bien marché en fanfiction. Et donc, je pense que le système de réécriture, c'est quelque chose que notre génération connaît bien, parce que voilà, il y a eu tout ce système de fanfiction. Et j'imagine que le conte, les réécritures de contes viennent aussi un petit peu de ça, de se dire on a grandi avec les contes, on a grandi avec les fanfictions, qu'est-ce qu'on peut faire des deux. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt générationnel. D'accord. Mais c'est une étude absolument pas... c'est vraiment au doigt mouillé, là. C'est ton interprétation. Voilà, exactement. Mais c'est très intéressant. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Et est-ce que il y a des... Donc, dans ces littératures, par exemple, est-ce qu'il y a des types de contes ou de légendes qui seraient un peu plus influenceuses ou influenceurs, plutôt? Des contes particulièrement ? Ouais. Je pense qu'on est quand même sur les classiques. Enfin, les contes Disney, on va dire. Oui, merci. Qui ne sont pas des contes Disney à la base. Qui ne sont pas des contes Disney à la base, mais qui sont très populaires de manière générale, qui ont été vraiment très repris de plein de façons différentes, etc. Je pense que c'est un matériau vraiment très malléable. Et donc, je pense que ce serait plutôt ce genre-là. D'accord. Après, comme je disais, on a quand même un fort intérêt pour le Japon et la Corée ces dernières années. Alors le Japon, c'est quand même assez ancien, mais la Corée, ça arrive quand même pas mal. Et donc, on a quand même pas mal de choses qui sont inspirées du folklore asiatique qui commence à arriver. C'était pas trop le cas avant sur les littératures de l'imaginaire. On avait quand même plutôt ce qu'on appelle le medfan, donc la fantaisie médiévale, classique. Un peu du celte et tout ça, quoi. Oui, voilà, avec des chevaliers, enfin... Et avec du moyenâgeux, ouais. Ouais, un peu gloubi-boulga, pas très... Enfin voilà, c'était pas historique. Un petit mélange, oui. Mais voilà, avec ce côté. Éventuellement, on avait un petit peu de romain. Mais sur les autres mythologies ou sur les histoires d'autres cultures, c'est quand même très rare. Là, on commence à avoir quelques autrices aussi qui mettent en valeur un petit peu de patrimoine africain. D'accord. C'est encore pas mal rare, et puis c'est pas forcément ce qui a le plus de succès, mais c'est super intéressant du coup. Ouais. Et ça renouvelle vachement le genre aussi en termes de fantaisie, quoi, parce que les bourrins en armure, c'est sympa 5 minutes, mais c'est sympa aussi de changer un peu. Donc voilà, les folklores, alors je vais dire avec des gros guillemets, exotiques, en tout cas qui ne sont pas européens, commencent un petit peu à émerger un petit peu plus. D'accord. Donc c'est une nouvelle tendance, on pourrait dire. Ouais. Alors, je n'irais pas jusqu'à dire tendance, mais en tout cas, oui, voilà, il y a un petit peu de nouveauté, un vent frais. D'accord.
Et est-ce que il y a des nouveaux contes qui sont écrits? Est-ce qu'il y a des voilà. Alors, tu disais tout à l'heure, tout a déjà été écrit, certes, mais est-ce qu'il y a des nouvelles histoires qui arrivent, qui sont totalement imaginées sous une forme contée, écrite? Alors là, Je te pose une colle. ouais, Ok. je saurais pas trop dire. En plus, pour moi, vraiment, le conte, il y a quelque chose de très oral. À partir du moment où c'est écrit, c'est que ça a voyagé d'abord à l'oral. Donc, j'aurais tendance à dire que les contes écrits, c'est jamais nouveau. Mhm. Il faut que ça vive d'abord, que ça voyage un peu autrement d'abord. Et puis, je pense qu'on peut toujours rattacher un nouveau conte à un conte déjà existant. Mm. Et il y a tellement d'interprétations différentes, de lectures différentes, de façons de raconter différentes d'un conte que je pourrais pas dire. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, par contre, ou est-ce que tu pourrais nous conseiller des lectures autour toujours de cette thématique-là? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Alors, moi j'étais très fan quand j'étais au lycée. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas relu ce livre. Donc là, c'est un conseil d'un très bon souvenir de lecture. Mais Le rire de l'ogre de Pierre Péju, Mhm. c'est un roman, mais il commence avec une histoire, une histoire, vraiment avec ce côté de... il parle d'un ogre, il parle de cette espèce de créature qui mange les enfants, etc. Et après, il y a une histoire qui revient sur les effets de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Enfin, voilà, donc on est sur quelque chose de très réaliste ensuite. Mhm. Mais il a une façon d'écrire... Alors, moi, j'adorais lire Pierre Péju à voix haute. Pendant des années, à chaque fois que je lisais un nouveau roman, je le lisais à voix haute. Parce qu'il a une très 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 belle langue qui se prête à l'oralité, D'accord. pour moi. Ok. Mais donc ça, c'est un lointain souvenir, mais qui pourrait se rapprocher du conte. Après, comme je disais, Justine Niogret, c'est pareil, c'est une très bonne autrice qui a une très belle plume. Et Chien du Haume, c'est un récit assez court, qui est sorti chez J'ai lu en poche, et qui est très particulier, mais qui vaut le coup d'être lu, et qui a ce côté du merveilleux, un peu particulier, un peu... voilà, qui est vraiment très particulier. On est un peu loin de la fantaisie classique, traditionnelle, avec une grande quête. Mhm. Et puis c'est un personnage féminin principal en plus, ça arrive relativement peu dans la fantaisie traditionnelle, donc ça c'est assez chouette. Et sinon, alors ça n'est plus édité, mais si vous trouvez ça en occasion sur un vide-grenier ou quoi, il ne faut pas hésiter à se jeter dessus. Ce sont Les Royaumes d'épines et d'os de Greg Case. Lui, il a une ascendance native américaine, hein, Cherokee, si je dis pas de bêtises, mais et c'est pareil. Son écriture, alors c'est de la fantaisie un peu plus traditionnelle, mais son écriture donne un effet très oral, on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un au coin du feu qui nous raconte une histoire. Donc ça, c'est très chouette. D'accord. Bon, merci. Et donc, alors à part celui-ci, mais les autres, on peut les retrouver à la librairie Florilège ou les commander. Oui, tout à fait. Bon, bah, très bien. Avant de terminer, de conclure, eh bien, comme chaque fois, je vous propose d'ouvrir votre agenda. Flore, est-ce que tu as des choses à nous annoncer ? Eh bien, pour le mois de juin, on reçoit Claudie Thomas le 14 juin, c'est un samedi, de 10h à 12h30. Elle sera en dédicace à la librairie et elle présentera son premier roman qui s'appelle Les héritiers d'Elinas. C'est le premier tome d'une trilogie. Et ça se passe, alors c'est bien dans la thématique, hein, puisque ça se passe autour des légendes de Fontenay et ça commence dans Fontenay au Parc Baron. Ah, d'accord. Donc voilà. Ah, intéressant. Bon,
J'irai découvrir, je pense. Et puis, quant à moi, j'irai conter avec une grande joie, encore une fois, au château de Compère en Brocéliande, les 7 et 8 juin. Ce sera une racontée sous le chêne de Merlin. Mais oui. Et ce sera en lien avec la Fédération des forêts légendaires. Du côté théâtre, la troupe de la Fabrique des Échos vous propose un atelier ouvert le samedi 14 juin à 17h. Nous ferons des jeux, des exercices théâtraux et nous terminerons par un buffet partagé. Vous pouvez trouver tous les renseignements en appelant le 09 54 50 75 74. Et enfin, le festival Juste Éclos continue d'éclore, avec ce mois-ci 2 chouettes spectacles à découvrir à Pissotte, à la Petite Groix. Le mercredi 21 juin à 10h30, Guébénout, Enfant de la Lune, de la compagnie Théâtre sur le Fil. C'est un spectacle jeune public à partir de 7 ans, drôle et poétique. Et samedi 28 juin à 20h30, Bartleby, une histoire de Wall Street, de la compagnie La Mouche, récit adapté de la nouvelle de Melville, Le Scribe. Vous pouvez trouver les réservations sur Hello Asso, rubrique Juste Éclos. Merci pour vos oreilles, on se retrouve le mois prochain.